à l'Académie d'avoir occasionné cette opportunité donc de parler un peu des travaux qui sont menés par les collègues un peu partout au Maroc sur des chantiers urbains ou ruraux, donc dans le cadre des fouilles de sauvetage. Et mes propos donc ils vont concernent les récentes fouilles de sauvetage qui ont intéressé le site de Tambo Mérénide ou Al-Qulla, comme il est connu donc localement, FS. Donc cette mission donc a été dépêchée par l'agence de sauvegarde de la Médina de Fès, l'ADER, donc pour effectuer des fouilles de sauvetage avant de pouvoir intervenir sur la mise en valeur du site. La mission a été prise en charge par une équipe de chercheurs, donc sous la direction de M. Mohamed Blatiq, ici présent, C. Abdullah Filli, Madame Asma Al-Qassimi et moi-même, ainsi que un nombre important d'étudiants doctorants, qui ont participé activement à la fouille de sauvetage dans ce site et à l'étude du matériel. Alors, une question importante donc par rapport à notre sujet, c'est la question les préalables de la sauvegarde. C'est une question cruciale qui se pose dans tous les chantiers de restauration, et c'est une question qui a été débattue en 2019 dans le cadre de commissions élargies donc interministérielles sur justement la viabilité des interventions, donc à savoir s'ils respectent les matériaux et les techniques traditionnelles de construction. Et donc la question la plus importante qui a été posée dans le cadre de ces commissions, c'est justement les préalables de la sauvegarde. Donc les préalables, c'est tout un ensemble d'opérations dont les inventaires, dont les généraux, donc dans les inventaires spécifiques, dans les prospections archéologiques, dans les fouilles archéologiques qui soient programmées ou préventives ou de sauvetage, les relevés, la photographie, donc tout un arsenal qui aide vraiment par la suite à effectuer des interventions qui sont viables et basées donc sur des méthodes scientifiques et qui garantissent bien sûr la réussite et qui respectent l'authenticité et l'intégrité des édifices ciblés. Donc la sauvegarde, bien sûr, ça commence avec la connaissance, avec l'identification, et ça se poursuit par la suite à travers des recherches diverses, à travers des interventions techniques qui aboutissent par la suite au classement, à l'inscription, à la mise en valeur. Donc c'est un cycle vertueux, et à chaque fois on documente. Donc à chaque fois à chaque opération, c'est la documentation qui s'accumule, et cette documentation, bien sûr, elle est par la suite utilisée dans d'autres projets futurs, et ça pose bien sûr la question de la conservation de cette documentation. Je pense qu'au Maroc on a un très grand problème par rapport à ça, donc à savoir la production et la conservation de cette documentation, et par la suite l'accessibilité à cette documentation. C'est un problème crucial. Je pense qu'il va falloir se pencher sur cet aspect-là, parce qu'il est très important, justement en cas de sinistre, comme c'est le cas pour le Haouz par exemple, où il est impératif de revenir aux archives pour pouvoir restituer le monument sinistré dans son état initial. Alors, parmi ces préalables, bien sûr, il y a l'archéologie préventive. Donc, comme préalable de sauvegarde, c'est un outil de prise de décision. Elle aspire à fournir aux décideurs
les données nécessaires pour une prise de décision sur le devenir d'un site archéologique et l'adoption de choix judicieux et rationnels. La fouille préventive ou la fouille de sauvetage, donc ça dépend, ne se base pas sur une problématique bien déterminée, mais l'évolution des travaux sur le terrain aide au fur et à mesure à la formulation des questions fondamentales se rapportant aux structures d'occupation humaine et à leur aspect fonctionnel, typologique et chronologique. Donc, le Maroc étant un pays à fort potentiel archéologique, il se retrouve depuis la moitié des années 90 dans la même situation qui le met devant sa responsabilité de préserver son patrimoine culturel de manière générale et son patrimoine archéologique plus spécifiquement. Donc l'exemple d'Al-Médina de Fès est à ce propos bien édifiant de par sa profondeur historique qui la consacre comme étant la première capitale islamique du Maroc, comptant 12 siècles d'histoire. Il constitue encore de nos jours le plus ancien paysage urbain historique inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial depuis 1981. Donc la valeur universelle exceptionnelle qui justifie l'inscription de la ville de Fès en tant que patrimoine de l'humanité devait bien être préservée et de ce fait plusieurs projets de sauvegarde ont été exécutés sur plusieurs années dans son périmètre d'inscription. Donc plusieurs fouilles de sauvetage et fouilles préventives ont été exécutées lors de la mise en œuvre de ces différents projets de sauvegarde qui ont intéressé notamment des mosquées, des madrasas, des maisons traditionnelles, des fondours, etc. Donc les fouilles menées récemment dans la nécropole d'Al-Qulla constituent l'une des actions qui consacrent l'importance capitale de l'archéologie préventive comme un préalable incontournable de la sauvegarde. Donc, je disais qu'il y a aussi un aspect très important, c'est le cadre juridique lacunaire. Donc, la loi 2280, donc en vigueur jusqu'à présent, elle ne prévoit pas donc ni l'exécution ni le financement des fouilles préventives, ni les fouilles de sauvetage. Donc, les fouilles de sauvetage qui ont eu lieu jusqu'à présent, c'est des actions ponctuelles. Donc, et le financement, c'est au gré des circonstances et des maîtres d'ouvrage. Donc, bien sûr, il y a un projet de loi de révision de la loi 2280 en cours qui prévoit un certain nombre d'articles qui stipulent le recours à ce type d'intervention. Alors, concernant le site Al-Qulla, bien sûr, c'est un haut lieu historique, c'est connu, dans la ville de Fès, très fréquenté, prisé à la fois par les visiteurs marocains et les touristes étrangers, ce qui en fait une grande destination touristique de la ville. On s'en est rendu compte donc pendant l'exécution des fouilles. Donc, il y a une influence importante sur le site, même s'il n'est pas mis en valeur, mais le paysage sur lequel il débouche, donc il attire pas mal de personnes et de visiteurs. Donc selon les sources anciennes, ce site majeur du patrimoine archéologique islamique a joué un rôle éminent, déterminant dans l'histoire du Maroc en général et celle de la ville de Fès en particulier, d'abord en tant que lieu de retraite spirituelle, donc Arabita, comme c'est cité dans les sources, depuis le Xe siècle, puis en tant que forteresse et lieu de plaisance des princes almohades. Par la suite, il deviendra la deuxième nécropole royale de la dynastie des Mérinides et aurait même accueilli les dépouilles de princes et de personnalités notoires au temps des Saadiens. Donc les rares textes historiques se rapportant au site ne fournissent que peu d'informations sur les événements qui ont marqué l'histoire du site. Donc les quelques vestiges encore debout n'ont suscité que peu d'intérêt de la part des chercheurs, historiens et donc historiens de l'art et archéologues. Toutes ces indications laconiques et fragmentaires ne permettent nullement de jeter donc la lumière sur l'histoire du site qui demeure encore énigmatique, voire obscure. Donc, le cadre général dans lequel ont été exécutées ces fouilles préventives s'inscrivent dans le cadre du projet d'aménagement et de mise en valeur du site Al-Qulla. Ce dernier fait partie
donc de nombreux monuments historiques et sites archéologiques concernés par la Convention de partenariat et de financement relative au programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès, donc 2018-2023. Donc les objectifs de ce programme, c'est de diagnostiquer un terrain faisant l'objet d'un projet d'aménagement et de mise en valeur, fouiller et documenter au maximum ce site majeur avant qu'il ne fasse l'objet de travaux susceptibles de porter atteinte à son intégrité et à son authenticité, répondre aux questions archéologiques et historiques en suspens et mettre en exergue les éléments archéologiques et architecturaux importants à sauvegarder et à valoriser. Et enfin, mettre à la disposition des architectes restaurateurs les éléments essentiels leur permettant d'établir les solutions techniques adéquates et adaptées pour la sauvegarde du site. Donc, le site de l'Qullah, localement connu sous le nom des tombeaux méridiens, occupe une superficie très étendue, avoisinant les 5 hectares, donc 13 271 mètres carrés, et le site jouit de belles vues panoramiques sur le tissu historique, la ville nouvelle et le territoire environnant, et ce grâce à sa position stratégique au sommet de cette colline dominant la ville de Fès depuis son côté septentrional et oriental. Donc la superficie fouillée, c'est 2547 mètres carrés, donc ce qui a été vraiment un véritable défi, exécuté en seulement l'espace d'un mois, 20 jours de fouilles et 10 jours d'études de matériel, avec une dizaine de jours de post-fouille pour l'étude du matériel. Donc, après prospection du secteur, on a individué 7 secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur dit de la mosquée, situé à l'entrée du site. Donc, c'est dans cette zone. C'est dans cette zone-là. Situé à l'entrée du site, bien que le dégagement soit extensif, il a vu l'exécution de 5 sondages. Donc le secteur 2, ou le secteur Qsba, est celui du fort colonial chardonnay. Il a subi un travail de dégagement à la pelle mécanique et a connu l'ouverture de 2 sondages et un espace de fouille. Le secteur 3, désigné sous le nom de secteur rempart, il est situé dans l'extrémité nord du site, en bordure de la falaise. Bien qu'il ne figure pas dans les engagements de fouille, il a fait l'objet de 2 sondages. Le secteur 4, baptisé secteur Qubba 1, il s'étend autour de la Qubba centrale et a vu l'implantation de 4 espaces de fouilles. Le secteur 5, connu sous le nom de secteur Qubba 2, il est localisé dans le périmètre de la Qubba basse. Ce dernier a connu l'installation de 5 espaces de fouilles. Et le secteur 6, appelé secteur Qubba 3, est connu auprès des gens sous le nom de Hammam al-Ghula, ou du marabout Ibn Sayyid Nes, a vu l'implantation de 8 sondages de dimensions variées. Et enfin, le secteur 7, alias secteur Qubba 4, le plus petit des secteurs, était le dernier à ouvrir à la fouille. Il a connu un dégagement presque total. Donc, sur le plan méthodologique, l'équipe scientifique a opté pour plusieurs choix méthodologiques. Premièrement, donc pour une première phase, avant d'entamer les travaux, on a effectué des visites de terrain afin de prendre contact avec la réalité du terrain, se rendre compte des contraintes et des difficultés, définir les secteurs de fouille, discuter des objectifs de l'opération, des délais et des moyens qui seront donc mis à la disposition de l'équipe qui pilotera les travaux de fouille, mener un travail de recherche documentaire qui a concerné à la fois les sources historiques et les rares publications qui ont fait allusion à la nécropole de Qullah. Ces données textuelles, bien que concises et laconiques, étaient très utiles pour se rendre compte de l'ampleur de l'occupation du site et pour poser des problématiques historiques et archéologiques s'y rapportant. La deuxième phase, donc, il a donc survenu une fois les secteurs de fouille définis. On a procédé au niveau de chaque entité au dégagement des structures archéologiques, à raser au sol ou à peine visibles sur la surface et au suivi de leur tracé. Donc, le but étant d'identifier les zones à fort potentiel archéologique n'ayant pas subi de fortes perturbations, donc, et ceux en vue d'y implanter au moyen
des espaces de fouille ou des sondages. Deux types d'interventions ont été appliquées. Une intervention rapide imposée par l'urgence et les délais courts impartis à l'opération. Il consistait à recourir à l'usage de la pelle mécanique pour pouvoir dégager des surfaces importantes en un temps court et pour accélérer la cadence des travaux. Cette approche n'a concerné que deux secteurs vastes, ne présentant pas de grands risques de destruction archéologique. Le secteur mosquée et le secteur Qsba. Donc c'est les secteurs qui ont été fouillés en moyennant la pelle mécanique. Donc la fouille mécanique n'a pas concerné que les épaisses couches superficielles et a été effectuée sous la supervision, la supervision étroite et permanente d'un archéologue. Une intervention méthodique et minutieuse mettant, la deuxième intervention, c'est une intervention méthodique et minutieuse mettant en application la fouille stratigraphique basée sur l'analyse de la succession des unités stratigraphiques et de leurs relations afin de répondre à la problématique de la chronologie et relative et de la datation des structures dans leur contexte archéologique et d'autres questions scientifiques d'ordre fonctionnel, organisationnel, structurel, technique de l'espace fouillé. Donc la fouille méthodique a été adoptée dans les zones jugées sensibles et celles ayant révélé des vestiges importants en se servant de la main-d'œuvre et des outils conventionnels de la fouille. Donc, pour garantir des bons résultats, il était nécessaire d'élaborer une documentation scientifique exhaustive et précise. Le renseignement, commençons par le renseignement des fiches modèles US, répertoire US, ainsi que la fiche matérielle, et de procéder à un ramassage du matériel archéologique de tout genre, céramique, bois, verre, métal, lige, monnaie, plâtre, inscriptions et j'en passe. Donc, la réalisation de relevés des plans et des coupes de levées topographiques des structures dégagées ont été également effectuées, ainsi que la couverture photographique des vestiges exhumés. Les chercheurs procèdent chaque fois que nécessaire à des prélèvements d'échantillons de sédiments et de matériaux datables, comme les bois, les ossements, le charbon, etc., pouvant faire l'objet d'études paléo-environnementales. Et au fur et à mesure du déroulement de la fouille, le matériel archéologique a été collecté, lavé, stocké en prévision de la phase post-fouille. Donc ça c'est concernant la méthodologie, donc je passe rapidement, je ne sais pas si c'est bon. Donc, pour les résultats préliminaires, les fouilles ont donné des résultats très importants, dans les divers secteurs choisis pour la fouille. Je commence par le secteur dit mosquée, qui a livré des résultats fort intéressants qui viennent éclairer d'un jour nouveau l'histoire du site. Donc la grande révélation de cette fouille, c'est que dans cette partie du site, il s'agit non pas d'un édifice religieux, mais plutôt d'un bâtiment d'habitat officiel construit d'un seul jet par un pouvoir officiel. Donc il s'agit d'un bâtiment d'une très grande harmonie attestant son caractère de commande officielle. Le plan est dessiné préalablement à son exécution, comme le font ressortir les évidences archéologiques, et répond à des exigences très strictes de symétrie et de rigueur planimétrique et altimétrique. Les salles d'apparat sont imposantes et la salle de prière est parée d'un mihrab monumental. Une gigantesque citerne occupe presque la totalité de la cour centrale bordée de galeries à l'est comme à l'ouest. Cette citerne n'a été dégagée que partiellement, juste 10% de l'ampleur de cette citerne, qui est gigantesque. Même si nous n'avons pas la preuve irréfutable, ce bâtiment fut alimenté, d'après les sources littéraires, par une canalisation qui capte l'eau dans l'Oued Fès, à quelques kilomètres du site. Dans sa partie est, le bâtiment est doté d'une salle d'eau, voire même d'un hammam qui abrite une grande canalisation qui traverse de bout en bout cette façade pour déverser ces eaux usées à l'extérieur. D'après les éléments recueillis sur le terrain, ce bâtiment monumental daterait du début du XIIIe siècle, les céramiques collectées ne laissent aucun doute là-dessus. D'autres indices font état d'une occupation antérieure en relation avec la grotte contiguë au mihrab, qui renvoie à des pratiques d'ascétisme
et de Ribat qui remonterait au moins au XIe siècle, à en croire les textes historiques. L'abandon du monument a été effectif à la fin du XIVe siècle, voire au début du XVe. C'est un abandon décidé, volontaire, voire programmé. L'ensemble du bâtiment est donc suite à cela nettoyé, démonté avant sa transformation en lieu de décharge et des déchets métallurgiques à partir du XVIe siècle. Donc je passe rapidement. Donc là, c'est le secteur Qsba, donc qui est en fait connu par le fort colonial, le fort Chardonnay, qui, donc d'après les résultats des fouilles, s'est basé sur les anciennes fondations d'un fort moderne marocain dont on a exhumé les vestiges. Et donc il y aurait 4 phases d'occupation de cette partie du site, à savoir donc une première phase qui daterait médiévale, la nécropole donc mérinide, et puis le fort moderne, et par la suite l'occupation donc de cet emplacement par le fort colonial. Le deuxième secteur est représenté par le secteur qu'on appelait rempart, qui correspond donc d'après les premiers résultats à la citadelle donc Al-Muhad, construite par le calife Saïd. Donc là aussi on a 4 phases donc d'occupation. Le site a été donc à une phase tardive utilisé aussi comme espace funéraire. Donc je passe rapidement. Le secteur Qubba, donc c'est le secteur central, donc qui concerne la Qubba qui trône en haut de la colline de Qulla. Ce secteur n'a jamais fait l'objet de fouilles auparavant, mais son intérêt et sa richesse archéologique sont probables, notamment dans la moitié sud, donc ici à l'entrée donc de la Qubba. Le choix s'est porté donc sur le secteur en question afin de dresser d'une part les séquences chronologiques de ces espaces, de comprendre leurs fonctions et leurs relations, et d'autre part de dégager les structures archéologiques susceptibles de faire l'objet de travaux de restauration et de mise en valeur. Donc le secteur a été divisé en plusieurs espaces, en 4 espaces exactement. Et la proposition de passage se fonde essentiellement sur les relations stratigraphiques existantes entre les structures et sur l'évolution de la configuration du secteur en question. Et l'on a pu faire ainsi 5 états appartenant à 5 phases chronologiques, mérinide, saïdienne et alaouite. Je passe rapidement. Donc toujours le secteur Qubba, donc c'est la Qubba qui est située pas loin de la Qubba centrale. L'observation attentive des bases des murs de cette Qubba a montré que l'édifice repose sur les soubassements d'un ancien bâtiment dont les murs étaient beaucoup plus épais, et donc il n'est pas impossible, comme le stipule Fiqh Mnouni dans son ouvrage sur donc la civilisation des Mérinides, que cette Qubba funéraire d'époque mérinide soit érigée sur les ruines de l'une des 4 Qubbas de Plaisance et d'Appara d'époque Al-Muhad signalés par les textes. Donc je passe rapidement. Donc la suite, c'est le secteur Qubba 3 et 4. Donc la Qubba Sid Nas ou Hammam al-Ghula, et une autre Qubba qui a été complètement détruite, mais dont on a des témoignages d'après les archives anciennes et les photographies anciennes. Je passe rapidement. Donc la fouille a donné d'importants résultats, comme je l'ai dit, sur le plan archéologique des structures, mais également sur le plan du matériel archéologique exhumé, donc qui est très riche, très varié, donc qui donne la possibilité de bien affiner la chronologie du site. Donc on a retrouvé des monnaies,
de la céramique, donc des pièces complètes, des fragments de zlige, donc des stèles funéraires, etc. Aussi, on a pu recueillir des fragments de verre, de métaux. On a aussi recueilli des fragments d'ossements, bien sûr, pour les datations, et de bois, et des fragments donc de plâtre qui ont fait l'objet d'une étude par notre collègue Asma Qassimi. Donc tout le matériel céramique, bien sûr, il a fait aussi l'objet donc d'études par nos doctorants, donc qui ont travaillé pendant la phase post-fouille. Donc pour les résultats, donc sur le plan opérationnel, organisationnel, donc l'opération a été exemplaire. Donc l'option donc de l'ADER, donc de faire ce préalable est judicieuse et louable, et ça donnera un exemple donc aux autres fouilles futures. Le mode d'organisation aussi a été